c'est que, évidemment, nous fassions ensemble, et c'est ce que nous avons d'ailleurs proposé dans le cadre d'un séminaire, nous fassions ensemble le point que nous nous asseyons pour régler tous les problèmes qui divisent les Ivoiriens. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 9 mois des élections, mais nous avons un lourd contentieux sur le contexte électoral. Qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Ces questions-là auraient pu être réglées dans le cadre de la réconciliation. Vous avez qualifié cette expérience de stérile et brève. C'est ça. Elle a été stérile parce qu'elle n'a rien donné en termes de réconciliation. En termes de réconciliation, le gouvernement a mis fin au programme de réconciliation. Ils disent que ce n'est plus à l'ordre du jour dans leur calendrier politique. Donc nous n'avions plus rien à faire avec eux. Parce que nous considérons qu'il y a encore des choses, beaucoup de choses à faire. Par exemple, les élections qui arrivent, le cadre juridique institutionnel, la commission électorale, le code électoral, c'est dans le cadre d'un dialogue qu'on peut régler tous ces problèmes-là. Et cela participe à la réconciliation. Donc vous appelez à un nouveau dialogue national avec la majorité? Bien sûr, parce que nous n'avons pas épuisé les questions qui divisent la classe politique, qui divisent les Ivoiriens. Or, c'est vrai que dans un dialogue... Donc vous n'avez pas su dépasser, réussi le dépassement que vous appeliez de vos voeux, dépassement de vos divergences, finalement, l'un et l'autre. Avec le RHDP? Oui. Oui, évidemment. Nous sommes restés divisés sur la question. Ils avaient, pour eux, il n'y a plus rien à faire. Le pays va bien, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contradiction. Alors que l'opposition continue de dire non, il y a des problèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec la commission électorale indépendante. Oui, mais or, ce sont ces questions-là qui ont été à la base de tous les conflits. Monsieur le Président, il y a une nuance entre les tensions et la contradiction. Que l'opposition contredise, c'est son travail. Est-ce que c'est pour autant des tensions? Mais en 2020, ce sont ces contradictions qui ont mené ces tensions et ces violences. En 2010-2011, ce sont les mêmes contradictions qui ont amené les tensions et les violences. Et donc, les mêmes contradictions que nous sommes en train de vivre actuellement, si on ne les règle pas, qui peut jurer que les élections qui vont arriver en octobre 2025 vont se passer sans tension? Est-ce que vous vous êtes senti un partenaire maltraité par le RHDP? Mais je n'ai pas besoin d'être maltraité. Ce qui est important, c'est de faire la réconciliation. Si je voulais m'arrêter aux maltraitances, je ne serais jamais allé vers le RHDP. Parce que tout le monde sait ce que j'ai vécu avec eux en 2011. Mais moi, je dépasse ces maltraitances. Parce que ce qui est important pour moi, c'est comment, avec un acteur... Je parlais pas de 2011, mais plutôt dans le cadre de ce partenariat, vous n'avez pas été senti, vous ne vous êtes pas senti considéré à la hauteur de ce que vous souhaitiez? Mais ce n'est pas ça qui est important, je vous le dis. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas dans les questions personnelles. Je suis sur les questions politiques, les questions nationales. La réconciliation. Quel que soit ce que vous allez me dire, ce que vous allez me faire, si vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble à faire avancer la Côte d'Ivoire sur la voie de la paix, sur la voie de la réconciliation, je suis prêt à marcher avec vous. Et votre décision n'a rien à voir, votre décision de rupture, n'a rien à voir avec votre échec personnel à l'élection régionale de l'année dernière. Est-ce que le RHDP vous a assez soutenu dans cette élection, par exemple? Non, pas du tout. Tout cela participe de la rupture. Parce que nous étions ensemble. Les gens font dans le sentiment que j'ai perdu tout cela à Bongouanou, mais j'ai perdu avec le RHDP. Puisqu'ils avaient 40% des sièges. Ils avaient droit à 2 postes de vice-président du conseil régional, dont le premier poste de vice-président. Personne ne peut comprendre qu'on perde le RHDP et le FPI unis à Bongouanou, perdre face au PDCI. Alors qu'en termes même d'élus, nous avons les 2 tiers des élus. Et comment vous expliquez cet échec? Mais parce qu'ils ont manœuvré pour que je perde. Parce que pour eux, j'étais un adversaire pour l'élection présidentielle. Il fallait me faire chuter. Et peut-être même pour éteindre carrément ma carrière à ce moment précis. C'était tout leur plan. Voilà. Et donc ma question sur l'échec chez vous à Bongouanou est justifiée. Justifié, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que ça entre dans dans les paramètres de vos décisions. Mais bien sûr, il y a l'échec à Bongouanou, mais c'est au-delà de Bongouanou. Il y a d'abord le conseil régional. Ils ont été candidats contre nous à la mairie de Bongouanou, qui était entre les mains du FPI. Et ils nous ont arraché, le conseil régional, la mairie de Bongouanou. Ils nous ont fait aucun cadeau dans aucune circonscription sur l'ensemble du territoire, alors que nous les avons aidés dans toutes les communes d'Abidjan, dans les grandes régions où ils avaient des difficultés pour gagner, comme dans le Haut-Sassandra ou dans le Kabali. Nous les avons aidés, mais ils n'ont fait aucun retour d'ascenseur dans aucune circonscription. Donc, évidemment, un partenaire qui ne pense qu'à lui, qui a une vision
essentiellement sectaire du partenariat, qu'est-ce que vous pouvez attendre de... Néanmoins, cette décision n'a pas remporté une unanimité à l'intérieur du FPI. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, et puis vous les avez sanctionnés. Oui, bien sûr. C'est le parti qui les a sanctionnés. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils veulent continuer dans une voie que l'ensemble du parti a considérée comme contre-productive. Est-ce qu'il peut y avoir des opinions ou des voix divergentes à l'intérieur du FPI? Tout dépend de la manière dont vous exprimez ces voix divergentes. Si vous les exprimez dans le respect des textes du parti, il n'y a pas de problème. Et ces questions-là se règlent à l'intérieur des instances. Nous avons fait plusieurs débats. Alors, pour conclure le partenariat, nous avons passé près de 6 mois de débats. Pour rompre le partenariat, nous avons passé près de 3 mois de débats. Mais une fois que la décision est prise, un militant discipliné a le devoir de respecter la décision prise par les instances. Ce n'est pas une décision d'AFI en tant que président, c'est la décision du comité central du parti. Tout le monde est tenu de se plier à cette décision. Et ceux qui entrent en conflit avec ces instances, bon, mais l'instance prend ses responsabilités, c'est ce qui s'est passé. Alors vous retrouvez d'une certaine manière ce que j'appellerais votre famille politique naturelle, grande famille de la gauche. Qu'est-ce qui vous fait penser que désormais, vous y serez mieux accueillis que lorsque M. Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire? Je ne rejoins pas une famille politique. Je propose à des partis politiques qui sont dans l'opposition et qui ont le même problème que le Front populaire ivoirien, à savoir le cadre juridique institutionnel des élections, à clarifier, à assainir, de se retrouver ensemble pour mener une bataille. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons pu vivre ensemble hier ou avant-hier. Ça a à voir que, par exemple, le PDCI est concerné par la question, parce que le PDCI aussi sera aux élections. Le PDCI aussi pose le problème de la liste électorale, de la commission électorale indépendante, du code électoral. Donc, nous les avons. Donc, ce que nous proposons n'a rien à voir avec nos rapports passés. Mais où en sont, pardon de faire quand même cette digression, mais où en sont vos rapports avec lui, M. Gbagbo, justement? Non, nos rapports sont toujours au même point. Sur le même point. Mais oui, il y a aujourd'hui un dossier qui est le dossier de la réconciliation, de la démocratie, du dialogue politique. C'est un dossier qui concerne M. Gbagbo, comme cela concerne Blé Goudé, Charles, comme cela concerne d'autres, un certain nombre de sénateurs. Donc, vous avez encore récemment manifesté pour la énième fois le désir de le rencontrer, sans suite. Oh, donc comment vos propositions peuvent-elles aboutir si vous ne le voyez pas? Mais j'espère qu'on va se voir, mais dans tous les cas... Il ne veut pas. Oui, mais moi je continue ma voie. Je tente toujours la même, mais je ne me suis pas arrêté pour attendre que X ou Y me rejoigne. Moi je continue. Mais en même temps, je vois un certain nombre d'acteurs qui partagent le même combat que moi et avec qui je peux de créer une unité d'action, donc je leur fais appel. Mais je ne m'arrête pas, je continue. Ils peuvent venir, ce serait tant mieux. S'ils ne viennent pas, nous continuons. Le samedi 1er février, vous avez prononcé un discours très offensif contre le pouvoir, dans lequel, donc, vous avez lancé un appel à M. Laurent Gbagbo, à son sens des responsabilités, afin qu'il fédère l'opposition de gauche. Alors, pouvez-vous expliquer ce que vous entendez exactement par là et ce que vous attendez de lui? Mais ce que j'entends, c'est que nous tous, nous posons le problème du dialogue avec le pouvoir. Mais nous posons ce problème de façon isolée, chacun de son côté. Et si on se mettait ensemble, pour poser ensemble ce problème vis-à-vis du pouvoir, est-ce que ça n'aura pas plus de force? Voilà tout ce que je cherche. Au lieu que de son côté, le PPACI... Et pourquoi vous pensez que c'est la bonne personne pour fédérer tout ce monde? Mais je l'ai indiqué, parce qu'il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il fallait bien que celui qui va dire « venez, nous allons parler », puisse justifier d'une certaine légitimité. J'ai choisi la légitimité de l'ancienneté et je me suis dit, il a été, parmi tous les leaders de l'opposition, c'est celui qui a été déjà chef d'État. Voilà. Aucun d'entre nous n'a occupé cette fonction. Il peut jouer de ce titre, comme hier, le président Henri Konan Bédié a joué de ce titre pour rassembler les partis de l'opposition dans le cadre de la désobéissance civile. Donc, vous avez déjà trouvé un nom pour l'union que vous appelez de vos vœux dans l'opposition, le Rassemblement pour une alternative pacifique, inclusive, démocratique, ce qui donne en acronyme
rapide. Oui, oui. Alors justement, est-ce que vous n'allez pas vous-même un peu vite en besogne sur ce terrain-là? Oui, vous savez, cela participe de la communication. Un homme politique, pour que son message ait un impact, choisit parfois ce genre d'exercice, mais ça ne veut pas dire que forcément ce que nous allons mettre en place sera rapide. Voilà. Donc je l'ai fait pour les besoins de la communication, mais aussi pour traduire, je dirais, l'objectif stratégique. Alternance pacifique, alternance inclusive, alternance démocratique. Donc j'ai aligné ces trois concepts dans cet acronyme, mais alors, on peut l'appeler comme on veut. Pour l'instant, cet appel ne trouve pas un écho, enfin pas d'écho du tout au PPACI. Comment ça se passe avec Monsieur Blé Goudet, Madame Eivé? Oh, mais nous l'avons lancé cet appel seulement le 1er février. Et donc, je suppose que tout le monde l'a entendu. Mais au-delà de... Vous aviez probablement des discussions avant même ça. Vous savez, oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes dans un Comment cadre... vous sentez les choses avec eux? Avec Mme Simone Eivé Gbagbo, nous avons des échanges. Il y a une initiative qui est déjà en cours. Avec Blé Goudet, le PDCI, MGC, il y a une initiative en cours. Mais personnellement, je l'ai indiqué d'ailleurs à Mme Simone Gbagbo, que de mon point de vue, c'est une bonne initiative, mais il ne faut pas faire l'impasse sur le PPACI. Il ne faut pas, je dirais, l'isoler, l'ignorer. Il faut considérer le PPACI aussi comme un acteur qui peut apporter quelque chose à une plateforme de l'opposition pour obtenir le dialogue politique. Donc, et c'est dans ce sens-là que, personnellement, je souhaite qu'avec le président Gbagbo, nous ayons une rencontre pour voir comment on fédère tous ces mouvements. Si vous n'arrivez pas à percer ce qui semble être des contentieux accumulés entre vous, vous ne pourrez pas avancer. Non, mais je ne crois pas du tout que cela soit lié à des contentieux. Un homme politique ne reste pas dans les contentieux. Un homme politique regarde toujours devant, regarde l'intérêt et qu'il a, à un moment donné, à marcher avec tel ou tel. Et je crois que c'est une donnée de la politique ivoirienne. Le PDCI et le RADP ont été en alliance en 2005, le PDCI et le RDR en alliance 2005. En 2019, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'intérêt, ils se sont quittés. Et ils avaient des contentieux avec le président Gbagbo, mais cela n'a pas empêché le président Henri Konan Bédié de se rendre à Bruxelles pour rencontrer le président Gbagbo. Donc ça veut dire que lorsque l'intérêt national l'exige, on doit être capable de dépasser les frustrations, les ressentiments, etc. pour pouvoir aller... Vous dites dans votre discours du 1er février que la Côte d'Ivoire est fatiguée et qu'elle réclame le changement. Comment le OFPI, vous comptez répondre à cette aspiration? Mais nous comptons répondre d'abord en demandant que l'opposition se rassemble. Parce que l'alternance, nous devons la réaliser ensemble. FPI, MGC, COGEP, PPACI, PDCI. On dit bien que l'union fait la force. Si nous sommes ensemble, nous pouvons réaliser plus facilement le changement. C'est dans ce cadre-là que le RHDP, qui rassemblait à l'époque le PDCI et le RDR, ont fait le changement en 2010-2011 dans des conditions que nous connaissons. Mais ils ont quand même, s'ils ne s'étaient pas mis ensemble en 2005, je ne suis pas sûr qu'ils seraient venus à bout du Front populaire ivoirien. Pensez-vous que les Ivoiriens vous attendent, vous, force d'opposition? Tout dépend de ce que nous proposons. Les Ivoiriens veulent le changement. Les Ivoiriens sont fatigués du régime du RHDP. Ils veulent le changement. Mais il faut que l'opposition fasse la démonstration de sa capacité à incarner ce changement, à faire des propositions qui répondent aux aspirations des Ivoiriens. C'est tout. Les Ivoiriens n'iront pas chercher au Ghana ou au Sénégal les gens qui vont remplacer le RHDP. C'est toujours en Côte d'Ivoire. Mais qui, en Côte d'Ivoire, peut incarner ce changement? En qui nous pouvons faire confiance? Voilà la question qui est posée à l'opposition, en tout cas à ceux qui veulent le changement. Dans votre discours encore du 1er février, vous critiquez vertement le pouvoir, mais pas vraiment sur le fond et pas vraiment sur la politique qui est menée. Sur ce plan-là, que feriez-vous de radicalement différent si vous étiez aux manettes? Oh, mais si je suis à la tête de ce pays, la première chose, c'est d'abord l'exercice du pouvoir. Ce ne serait pas ce pouvoir autocratique, clanique, que j'instaurerai à la tête du pays.
mais un pouvoir véritablement démocratique, décentralisé, où les nominations se feront dans la transparence, où tous les fils de ce pays auront les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, d'accéder à tous les services publics, et où les régions ne seront pas marginalisées, mais bénéficieront d'une part substantielle des ressources nationales pour leur développement. Pour que une sous-préfecture, un centre de santé ait une ambulance, on ne vienne pas pleurer au ministère de la Santé, mais que sur place, dans le budget du conseil régional ou de la commune, on ait les ressources pour doter ce centre de santé d'une ambulance. Où véritablement il y aura une vie locale, que toute la vie ne se concentre pas à Abidjan, tous les emplois à Abidjan, tout l'argent à Abidjan, toutes les institutions à Abidjan, à telle enseigne que nous avons un pays avec une grosse tête et des petits pieds. Vous allez à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucune vie politique, aucune vie économique, aucune vie sociale. Il faut quand même, avec moi, on peut ça va mettre changer radicalement. Oui, mais on peut mettre quand même au crédit du président Ouattara d'avoir un certain nombre de réussites sur le plan du développement économique, y compris dans les régions. Mais moi, je me concentre sur les chiffres. Avant l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, l'espérance de vie était à 60 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, après 15 ans d'exercice du pouvoir, l'espérance de vie a reculé de 3 ans. On est à 57 ans. C'est-à-dire chaque 5 ans, la Côte d'Ivoire perd une année en termes d'espérance de vie. Les Ivoiriens meurent plus vite, plus tôt qu'avant l'accession au pouvoir de M. Ouattara. Ça, alors, ces chiffres-là, c'est petit. Ces taux de croissance-là, c'est pourquoi? C'est petit, c'est pourquoi? Mais comment rendre cette croissance qui est forte plus inclusive et bénéfique aux Ivoiriens, aux citoyens? Ouais, mais d'abord parce qu'il faut que la croissance provienne du travail des Ivoiriens, des entreprises, qu'on donne de l'argent aux jeunes qui veulent entreprendre pour créer de la richesse. Et que la croissance ne soit pas liée au crédit qu'on nous donne pour investir dans les infrastructures où des entreprises multinationales prennent l'argent pour retourner d'où il est venu. Voilà, quand on dit qu'il y a eu 30 000 milliards de dettes. Vous dire que l'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire? L'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. L'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, l'économie n'avance pas. C'est pourquoi les entreprises ont des difficultés. Qu'elles ne créent pas suffisamment d'emplois. Qu'elles ne font pas suffisamment de bénéfices. Alors, s'il y avait une ou deux mesures concrètes que vous voudriez mettre en avant pendant la campagne présidentielle et pour dire aux Ivoiriens, voilà, je suis le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, mais concrètement? Parce que dire qu'on est pour la croissance et pour que les gens soient bien dans leur vie, tout le monde est d'accord. Ah oui, mais il y a tellement à dire. Mais si je peux vous dire un chiffre, c'est que si je suis à la tête de ce pays, l'espérance de vie, l'espérance de vie va monter à au moins 62 ans. À au moins 62 ans, en 5 ans. En 5 ans. Les régions auront au moins 10 milliards. La région qui n'aura rien aura au moins 10 milliards et au moins 2 milliards seront à la disposition des jeunes de la région pour investir dans l'agriculture, dans l'industrie, au niveau local, pour qu'il y ait une économie locale. Avec 2 milliards chaque année, les jeunes vont créer des emplois. Ils vont créer de la richesse. On va structurer, on va territorialiser la croissance. Il y aura les chaînes de valeur. Dans certaines régions, c'est le manioc. On va produire davantage de manioc. On va installer des micro-entreprises pour transformer le manioc. Il y aura des emplois. D'autres vont faire l'arachide, d'autres vont faire la tomate. Ceux même qui veulent faire les cultures pérennes vont le faire. Ensuite, on va transformer sur place. Ceux qui ont du caoutchouc vont créer des entreprises sur place pour transformer le caoutchouc. Mais tous les exemples que vous donnez sont dans l'agriculture. On ne peut pas rester uniquement dans l'agriculture. Oui, bien sûr. Si on regarde l'avenir. Bien sûr, mais je parle de l'agriculture parce que c'est là que nous avons un avantage compétitif, puisque nous avons la matière première, que nous exportons brute. Avec moi, on n'exportera plus brute la matière première. On va transformer pour donner de la valeur ajoutée. Voilà, de la valeur ajoutée. Avant même de penser aux autres économies, par exemple à la manufacture légère, comment monter des smartphones, des micro-ordinateurs en Côte d'Ivoire, comment développer l'économie du savoir, tous ceux qui sont dans le numérique, comment on peut les aider pour qu'ils développent des applications sur le net et gagner de l'argent grâce à cela.
ceux qui sont dans la chimie, puisque là aussi, pour produire des engrais, pour l'agriculture, parce qu'il y a un marché. Voilà. Il y a tout ça. Donc, il y a tout un ensemble de secteurs, que ce soit le bâtiment, les TP, l'industrie des matériaux. Le bâtiment qui explose, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va, n'est-ce pas? C'est ça. Le bâtiment va pas mal en Côte d'Ivoire en ce moment. Ça ira encore mieux si le Afin Guessan est à la tête de ce pays. Est-ce que vous êtes en phase avec les idées panafricanistes des partenaires que vous espérez rassembler, c'est-à-dire les autres partis de gauche en fait? Mais évidemment, il n'y a pas un seul Africain qui peut dire qu'il est contre le panafricanisme. Parce que ça n'a pas de sens. Mais vous n'en faites pas nous n'en faisons pas un fétiche. C'est pas une affaire de fétichiser le panafricanisme. Mais considérer que l'Afrique a besoin de s'entendre, de s'unir, de conjuguer ses efforts, d'avoir une organisation africaine forte, parce que nous avons des problèmes en commun. Et si nous nous rassemblons, si nous nous entendons, si nous coopérons davantage, si nous mettons en place un grand marché économique africain, ça va booster le développement. Alors justement, à cette aune-là, comment jugez-vous les pays du Sahel qui quittent la CEDEAO? C'est dommage. Je l'ai déjà indiqué que c'est dommage que le président Ouattara et un certain nombre de chefs d'État aient contraint ces pays à quitter. Pourquoi dites-vous c'est Ouattara qui les a contraints? Mais on le sait tous. Aujourd'hui, ils sont à couteau tiré, vous savez bien. Oui, mais enfin... Avec le Burkina, le Mali, c'est même une des raisons pour laquelle il faut qu'il prenne sa retraite. Est-ce que c'est Ouattara qui a fait des coups d'État dans les pays? Oui, mais il peut faire le coup d'État sans être à couteau tiré avec la Côte d'Ivoire. Non, mais d'accord, mais ce sont eux qui ont décidé... Pourquoi ils le font avec la Côte d'Ivoire et pas avec le Sénégal, ou avec le Gabon, ou avec le Maroc? Pourquoi dites-vous que c'est le président Ouattara qui a contraint les pays du Sahel à quitter la CEDEAO? Je comprends pas. Mais compte tenu des prises de position qu'ils ont eues dans la gestion de la situation au Burkina, au Mali et au Niger, compte tenu des prises de position qu'ils ont prises, compte tenu de la manière dont ils ont abordé cette question du coup d'État ou de la prise de position de ces pays. Mais qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, ce ne sont pas des enfants qui boudent dans leur coin, ce sont des chefs d'État qui prennent une décision de se mettre ensemble et de ne plus être avec la CEDEAO, et ils ne disent pas que c'est parce qu'on leur a mal parlé, ils disent que parce qu'ils veulent prendre une autre orientation. Oui, bien sûr. Mais s'ils veulent prendre une autre orientation, c'est par rapport à l'orientation que les autres ont prise. S'ils étaient... Donc que feriez-vous avec les pays du Sahel? Mais il faut renouer avec eux. Il faut renouer avec eux. Et quelle autre orientation donneriez-vous à la CEDEAO? Mais il faut faire en sorte que la CEDEAO soit attrayante pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que la CEDEAO soit attrayante. Que la CEDEAO soit en mesure de prendre en compte les préoccupations de tous ces pays. Parce que si un pays a un intérêt dans la CEDEAO, je ne vois pas pourquoi il va quitter pour aller créer AES. S'ils s'en vont, c'est parce qu'ils voient bien que l'organisation ne leur est pas utile, que l'organisation ne prend pas en compte leurs préoccupations. Aujourd'hui, ces pays ont des problèmes de sécurité. Que fait la CEDEAO pour assurer la sécurité sous-régionale? Comment la CEDEAO intègre la question du djihadisme, du terrorisme aujourd'hui dans sa stratégie? Si elle reste cantonnée dans sa dimension économique et qu'elle ignore les préoccupations de ces pays, alors que ces pays-là, aujourd'hui, leur grande préoccupation, c'est comment mettre fin au terrorisme, comment mettre fin au djihadisme. Alors, si la CEDEAO ne prend pas en compte cette dimension ou sous-estime cette dimension, ces pays-là sont fondés à se dire, bon, mais si nous ne pouvons pas trouver l'appui que nous recherchons dans cette organisation, essayons de voir comment nous construisons autre chose. Donc moi, je considère que la cause n'est pas entendue. Il faut un changement. Il faut une CEDEAO plus politique? Une CEDEAO plus politique, plus sécuritaire. Plus sécuritaire. Or, dans ce domaine de la sécurité, la Côte d'Ivoire peut faire beaucoup. Parce que la Côte d'Ivoire a les moyens de bâtir une grande armée. Et c'est pourquoi dans mon programme, il est question de que la Côte d'Ivoire soit une grande puissance militaire dans la sous-région. De manière à ce que, au lieu que le Mali, le Burkina aillent faire appel à Wagner, pourquoi la Côte d'Ivoire ne jouerait pas ce rôle? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'assurerait pas une présence plus marquée pour défendre, pour aider ces pays, de manière à ce que nous puissions les intégrer dans cet espace sous-régional que nous voulons construire? Pourquoi laisser les puissances étrangères envahir notre zone, alors que nous avons les moyens de développer des capacités pour faire le travail pour lequel ces puissances-là viennent?
puissances mais étrangères. vous savez bien, il y a plein de puissances étrangères. Il y en a qui sont partis, il y a d'autres qui sont présentes. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. Parce que la solution des problèmes africains doivent relever de la responsabilité des Africains. Et la question de la sécurité au Burkina, au Mali et au Niger est une question africaine. C'est les pays de la sous-région qui doivent se mobiliser pour faire face à cette menace. Alors, on revient à l'élection présidentielle. Vous réclamez, vous exigez même, avec le reste de l'opposition, une révision de la liste électorale avant le scrutin présidentiel. Ce que refuse pour le moment le président de la commission électorale indépendante. Pourquoi est-ce que vous réclamez une révision de cette liste alors qu'elle vient de s'achever juste avant la trêve de fin d'année de Noël et voilà. Non, mais parce que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas pu se faire enrôler. C'est pour ça qu'il faut leur donner la chance de se faire enrôler. Surtout que la loi dit que la révision doit se faire tous les ans, mais nous savons qu'elle ne se fait rarement tous les ans, et que c'est toujours à la veille des élections. Donc ça veut dire qu'il y a une accumulation de personnes qui ont besoin de se faire enrôler. Il faut donc que la CEI ouvre. Et pourquoi, à votre avis, pour l'instant, la CEI ne répond pas favorablement à cet appel? Parce que ça n'arrange pas le RHDP. Pourquoi? Parce que la RHDP est convaincue que sur certainement 10 nouveaux électeurs qui s'inscrivent, il y a certainement 7 ou 8 qui sont des électeurs de l'opposition. Bon, ça c'est au doigt mouillé que vous... Ah oui, mais c'est ce qui justifie leur attitude. Sinon, s'ils étaient convaincus d'avoir une part substantielle de l'électorat qui n'est pas encore sur la liste, certainement qu'ils se précipiteraient pour organiser la révision. Vous n'avez de cesse d'appeler à des élections transparentes et inclusives. Ce sont des mots qu'on répète à l'envi, que les Ivoiriens entendent. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous demandez? Ce que nous demandons, c'est que tous les acteurs aient confiance en l'arbitre des élections. Tous les acteurs, que ce soit le parti au pouvoir comme les partis de l'opposition, aient confiance. Et que donc l'acteur ait fait la démonstration de son impartialité, de sa neutralité. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande même pas à la CEI de venir jouer le jeu de l'opposition. Or, aujourd'hui... Mais pourquoi vous dites que la CEI n'est pas impartiale? C'est ce que vous sous-entendez là? Oui, oui, bien sûr. Regardez même l'attitude du président de la CEI. Est-ce que l'attitude qu'il a peut rassurer un acteur de l'opposition? Quelqu'un qui montre bien qu'il reste sourd à toutes les revendications de l'opposition, qui ne montre aucune ouverture, aucun même, on lui dit il y a des choses, il dit non, apportez-moi les preuves, faites ceci. Mais on vous dit qu'il y a des fraudes. Si vous êtes un acteur impartial, l'attitude à avoir, c'est de dire, ah d'accord, je vais vérifier. Je vais mener des enquêtes, et puis je vous dirai si vos craintes sont fondées ou pas. Mais jamais. Alors, Ensuite, aujourd'hui, la commission électorale indépendante, plus de 90% des présidents des commissions locales, c'est-à-dire régionales, départementales, communales, sont des représentants du RHDP. Si on va aux élections, ça veut dire que c'est le RHDP qui organise les élections. Alors, pensez-vous que quelqu'un qui a vraiment toute sa raison peut aller à une élection organisée par son adversaire? Pascal Affi-N'Guessan, tout feu, tout flamme. Et ce Pascal Affi-N'Guessan, tout feu, tout flamme, me rappelle simplement le Pascal Affi-N'Guessan de 2020. Il était autant tout feu, tout flamme. Nous étions contents. Nous étions heureux. Qui va nous dire qu'il ne pensait réellement pas que Pascal Affi-N'Guessan opposant était celui qu'il nous fallait aussi. Il était entré dans les cœurs avec le CNT, dirigé par le président Henri Konan Bédié. C'est le même aujourd'hui, avec la même détermination, la même poignicité. Mais seulement on se pose la question de savoir, et si c'est quelque chose qui va se répéter. Le même Pascal Affi-N'Guessan qui nous fait croire qu'il est dans l'opposition. Il vient, il se bat avec nous. Et pourtant derrière, il signe des accords avec Alassane Ouattara pour trahir derrière. L'opposition doit être quelque chose qu'on prend au sérieux. Il s'agit de la vie de vos concitoyens. Il s'agit des jeunes que vous appelez tous les jours dans les rues pour manifester, pour porter haut ce que vous défendez. Ces jeunes ont l'espoir que si le pouvoir en place tombe, un nouveau viendra
une nouvelle façon de gouverner sera mise en place, ce qui pourra leur donner la chance de réussir dans les activités, de pouvoir s'en sortir, une gouvernance facile, une redistribution des richesses pour tout le monde, le coût de la vie qui va redescendre, le pays qui sera de moins en moins endetté, la taxation sur les citoyens pauvres va réduire. Ils vous suivent, une mène de combat avec vous, et vous vous arrêtez souvent en chemin pour les trahir, pour signer des accords avec le parti au pouvoir, vous les décevez profondément. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Qui n'est pas content d'écouter Pascal Affi-N'Guessan qui parle comme ça avec détermination, mais c'est la vérité, c'est qu'il dit. C'est ça le pire, c'est qu'il dit la vérité. Mais il est un opposant aujourd'hui qu'on a l'impression d'être un opposant versatile. Et pourtant aujourd'hui, quand on regarde des opposants aujourd'hui qui parlent fort, Pascal Affi-N'Guessan en est un. Et vous avez tous besoin d'avoir un leader comme ça. Mais la question c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il est prêt de supporter la douleur et la souffrance de l'opposition? C'est où je dis, j'ai des doutes. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, ce sont des messieurs comme lui que nous avons besoin. Des messieurs qui vont dire haut ce que le peuple ne pense pas. Aujourd'hui, celui qui est en train de s'aimer le chaos et le désordre, c'est M. Ouattara. Celui qui met une position à laquelle on ne sait pas comment les élections vont se passer. Parce que le bien commun, il est en train de marcher dessus. Il est en train de le piétiner. Il a fini par croire que la Côte d'Ivoire, il appartenait à lui tout seul, avec son groupe de personnes. Et est-ce que ça peut durer longtemps dans la même optique? C'est là où il y a tout le problème. Donc Pascal Affi-N'Guessan dans sa sortie a totalement et pleinement raison. Seulement après ça, est-ce qu'il est crédible aujourd'hui aux yeux de tout le monde quand on sait que même dans son parti politique aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent et disent que c'est un traître qui a roulé toujours avec le parti au pouvoir et a pris des milliards pour mettre dans sa poche, souvent contre l'opposition. C'est ça. Donc ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Ce sont des choses qui doivent changer pour qu'on puisse réavoir confiance en lui. Car c'est lui la gauche. Quand on parle de la gauche, Pascal Affi-N'Guessan fait partie de la gauche. Le président Gbagbo Laurent fait partie de la gauche. Simon Olivier Gbagbo fait partie de la gauche. C'est ça la gauche aujourd'hui. Et les gauchistes doivent avoir ce tempérament d'être des personnes courageuses, capables de demander le changement, de lancer une révolution qui commence et qui ne s'arrête pas en coup de chemin, qui va jusqu'au bout. Là-dessus, vous avez écouté ici le président du FPI, dis-moi ce que vous pensez, je vois plus notre vidéo.